Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 35 de la Web TV de Veille Stratégie, pour ce bulletin unique de la semaine, hein, puisque nous sommes en période estivale et en période de vacances. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets et nous allons bien sûr commencer par la situation aux États-Unis et puis ensuite nous parlerons de la situation sur le terrain en Ukraine. Alors, bien sûr, la situation aux États-Unis est liée principalement à ce qui s'est passé en début de semaine, dimanche dernier, hein, pour être précis, avec donc la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Euh, Certains vont dire que c'était une surprise, qu'on ne pouvait pas s'y attendre. On a entendu suffisamment de mauvaise foi sur les différents canaux d'information autour de Donald Trump ces dernières années pour ne plus s'étonner des considérations de certains journalistes, qui ne sont d'ailleurs plus des journalistes, mais des propagandistes éhontés. Alors, tout d'abord, moi, ce que je vais rappeler, parce que certains n'ont pas manqué de le faire, c'est de dire que ça fait depuis 2022 que vous m'avez entendu, notamment sur la chaîne Vue du Droit, évoquer la situation de pré-guerre civile aux États-Unis, avec en plus un point paroxystique à la fin de l'année 2022 avec les midterms, qui ont débouché, je le rappelle, sur le record du nombre de tours pour élire le speaker à la Chambre des représentants. Le record précédent datait d'avant la guerre de sécession, hein, il y a 160 ans, enfin un peu plus de 160 ans, parce que aucun consensus politique, aucun compromis politique n'était plus possible entre les deux partis principaux, le Parti républicain, le Parti démocrate, et que personne ne voulait reconnaître la victoire de l'un ou de l'autre. On a eu de nouveau des problèmes de fraude électorale qui avaient été soulevés par certains candidats républicains par rapport à des pannes informatiques très opportunes dans le calcul des voix et avec des écarts qui laissaient entendre que sans ces pannes ou ce genre de choses, eh bien, leur résultat aurait été inversé. Donc, on était dans cette situation-là qui, selon moi, préfigure l'arrivée, l'avènement d'une nouvelle guerre civile aux États-Unis, non plus sur les critères autour de l'esclavage et du droit des États comme en 1860, mais sur d'un côté les globalistes et puis de l'autre côté les forces qu'on pourrait qualifier de néoconservatrices. Donc, c'est dans ce climat-là qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé par rapport à cette tentative d'assassinat. C'est dans ce climat-là où on a entendu le clan Biden et le clan démocrate en général appeler euh, de manière très forte à une espèce d'élimination. Alors pas forcément physique, mais une élimination tout de même. Les mots ont un sens de Donald Trump en disant qu'il fallait se débarrasser de lui, qu'il n'était pas digne d'occuper autrefois les fonctions de président et aujourd'hui de briguer un nouveau mandat. Bref, on a diabolisé le candidat Trump comme on avait diabolisé le président lorsqu'il était au pouvoir. Et donc, il apparaît presque tout à fait logique qu'on arrive à ce genre de choses aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un puisse se dire je vais m'armer et tirer sur le président, enfin l'ancien président et le futur et le candidat, puisque effectivement depuis hier, enfin depuis cette nuit à la convention républicaine, il a été officiellement nommé candidat du Parti républicain. Alors, bien sûr, quand on étudie assez rapidement ce qui s'est passé autour de ce meeting en Pennsylvanie, on comprend qu'il y a d'ores et déjà une faille de sécurité importante dans la gestion entre les différents services, hein, le Secret Service qui a la charge de protéger le président en exercice et les anciens présidents, mais aussi la première dame, on va y revenir, et les autorités locales. C'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, eu une absence de coordination
efficace entre ces différents services, sachant que théoriquement, tout le monde doit finir par obéir aux injonctions du Secret Service, qui étant un service fédéral, chapeaute tous les autres. Quand on étudie ensuite à la fois la personnalité du tireur ou du supposé tireur, et puis la disposition des lieux, la façon dont une partie du public a pu avertir les forces de l'ordre de la présence tout à fait inopportune de quelqu'un sur un toit qui n'avait pas été, semble-t-il, sécurisé, dans la ligne de mire de la tribune où allait se présenter Donald Trump pour prononcer son discours, on est d'emblée, avec l'aide des réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'attendre le film de Zapruder par rapport à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. On a tout de suite des éléments qui nous permettent de nous interroger, et je vais rester dans cette dynamique intellectuelle. Je ne vais pas pointer du doigt tel ou tel responsable potentiel. Je l'ai dit, le premier responsable, c'est le climat qui a été instauré par Joe Biden et son clan depuis avant l'élection de 2016 de Donald Trump et qui continue de prendre de plus en plus d'ampleur et qui permet d'aboutir à ce genre de choses. Il faut pas nier la responsabilité des outrances qui ont été prononcées à l'égard de Donald Trump par le clan démocrate au plus haut sommet de l'État. Et on voit bien en plus une séquence qui pourrait tout à fait être logique. On n'arrive pas à se débarrasser de lui par la voie judiciaire et donc on finit par se poser la question de se débarrasser physiquement de Donald Trump, d'autant qu'on était à un moment très compliqué en ce qui concerne le maintien de la candidature de Joe Biden par rapport à son état que finalement tous les médias mainstream ont fini par soulever. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, c'est telle ou telle personne. Bien sûr, comme d'habitude, on doit se poser la question à qui profite le crime. Donc, je viens de le dire, ça aurait profité, bien évidemment, aux gens qui sont opposés à Donald Trump. Est-ce que c'est pour autant le signe que ce sont les uns ou les autres ou telle partie des États profonds qui est responsable? C'est très compliqué de le dire. Simplement, on sait d'emblée qu'on n'a pas besoin d'attendre le film Super 8 de Zapruder et on n'a pas besoin d'attendre la commission Warren pour se dire qu'il y a quelque chose qui est complètement dingue dans cette histoire en termes de sécurité. On a vu d'ailleurs un des agents du Secret Service, une femme incapable de rengainer son arme, complètement fébrile. On est loin du professionnalisme qu'on pourrait attendre de ces gens-là. On apprend qu'une partie des moyens du Secret Service ce jour-là était également mobilisée pour protéger Jill Biden, la femme de Joe Biden, qui était elle aussi en meeting. Et donc, on se demande ce qui restait pour protéger l'ancien président des États-Unis et la façon dont a été organisée la sécurité du lieu. On apprend quand on regarde les plans de l'endroit où se situait le meeting, qu'il y avait un château d'eau qui, lui, a pas du tout été sécurisé, qui ne permettait donc pas de surplomber l'ensemble du dispositif sur lequel était déployé le meeting. Bref, on a plein d'interrogations qui, d'emblée, en quelques jours, nous permettent de nous dire que quelque chose a raté et que ce quelque chose, comme on le sait ou comme on le suppose, que ce soit par rapport à John Fitzgerald Kennedy, par rapport à son frère Robert, par rapport à Martin Luther King, etc., qui nous interroge sur qui a pu laisser faire autant de choses en de telles circonstances, en sachant toutes les menaces qui pesaient déjà sur la personne de Donald Trump, parce que on sait très bien que des menaces de mort ont été régulièrement proférées à son endroit, et donc on se dit dans de telles circonstances, comment de telles failles de sécurité ont-elles pu avoir lieu et aboutir, rappelons-le, à la mort d'un des spectateurs de ce meeting pour protéger sa famille et de deux blessés graves. Donc c'est pas un acte anodin, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui, puisque Donald Trump a survécu, a boosté d'un seul coup sa popularité
et permet à certains observateurs de dire que il est déjà élu président des États-Unis grâce, entre guillemets, à ce miracle qui fait qu'il n'a été que touché à l'oreille et pas en pleine tête, comme son prédécesseur, John Fitzgerald Kennedy. Euh, que quelqu'un nous parle d'un loup solitaire aujourd'hui avec des incohérences majeures dans son profil, on a l'impression qu'on revit ce qu'on nous avait vendu en 63 autour de Lee Harvey Oswald. Donc tout ça sent très mauvais. Il faudra voir ce que ça finira par donner au niveau de l'enquête et comment combien de temps elle va prendre et vers quelle conclusion pourra-t-elle aboutir, notamment si Trump finit par être élu. Mais en tout cas, ça a boosté le camp républicain, ça a boosté la candidature de Donald Trump, et je pense qu'effectivement, sauf nouvelle tentative d'assassinat, eh bien, Trump sera le prochain président des États-Unis. Donc, au cours de la convention du Parti républicain qui s'est déroulée juste après, on a eu un choix important, hein, c'est le choix du vice-président. Donc, il s'agit de James Divens. Donc on a un personnage, alors on a publié son portrait fait par le média russe Ribar. Certains n'ont pas vraiment compris que c'est pas parce qu'on publiait ce portrait qu'on était plus ou moins d'accord avec le profil du personnage, simplement ça nous paraissait important. Je rappelle que sur Veille Stratégique, on publie des choses qui des fois sont enfin, qui vont contre nos avis personnels, hein. On a longtemps publié les publications de l'Institute for the Study of War jusqu'au début de la guerre en Ukraine. C'est pas pour autant qu'on était d'accord avec ce qui était écrit dedans, mais ça nous semblait, pour nous, Français, et très intéressant. C'est un catholique, père de famille, marié à une âme évoluée, où il a viré sa cutie, diront certains, hein, c'est possible aussi, pour se rallier. Et aujourd'hui, il va pouvoir asseoir. Et puis, certains s'en sont choqués. C'est quelqu'un qui est effectivement va avoir des visions, enfin une vision politique qui correspond à ce que nous, en France, on pourrait espérer ou attendre. Je rappelle que l'élection présidentielle américaine concerne effectivement la planète dans de nombreux domaines et notamment les gens du camp conservateur. Il n'y a pas besoin que les intérêts pour les États-Unis. Nous le rappelons, cette guerre a permis aux États-Unis d'obtenir ce que les Européens pouvaient avoir, notamment avec l'Allemagne ou la France, hein. Il n'y a plus besoin que les contribuables américains soient pillés par cette guerre, hein, en termes de cotisation à l'effort de guerre. Donc, et donc, bien évidemment, comme Donald Trump, il souhaite le rayonnement de la politique étrangère des États-Unis. Il a rappelé qu'il était favorable à l'élimination. On nous avait dit Trump, il va rentrer en guerre contre l'Iran, il va rentrer en guerre contre la Corée du Nord, etc., etc. L'armistice, donc avec la Corée du Nord, on l'a vu se contenter de l'élimination de Soleimani, donc le patron des gardiens de la révolution iranien, plutôt que de rentrer en guerre contre l'Iran, avec les conséquences que ça aurait sur l'ensemble de la région, qui seraient catastrophiques. Je reste sur mon analyse que ces gens-là, l'Amérique souffre de plein de maux en termes d'infrastructures qui sont en train de se casser la figure littéralement. Je ne vais pas vous refaire la litanie des accidents ferroviaires ou ce genre de choses, des accidents sur les canaux, les grands canaux fluviaux américains, etc. Mais ceux qui ne connaissent pas ce pays, il faut que vous compreniez bien que c'est un village Potemkin, c'est-à-dire que vous avez ce que vous voyez à la télévision ou dans les séries télé ou ce genre de choses, mais derrière, c'est la misère. Mais c'est pas seulement la misère des populations avec le fentanyl ou avec ce genre de choses, qui est là, bien évidemment, mais c'est aussi la misère en termes d'infrastructure. Hein. Moi, la première fois, il y a plus de 20 ans que j'ai voyagé aux États-Unis, j'étais à New York, j'étais sur Broadway, Times Square, etc. Et vous aviez donc toutes les lumières des publicités, des néons, etc. Et puis au sol, vous posiez le regard sur le bitume ou sur les trottoirs, et on avait l'impression d'être dans une ville qui n'a pas connu de rénovation
en termes de route depuis des mois ou des années, ce qui n'allait pas du tout avec le statut de New York et avec ce qu'on voyait quand on levait les yeux. C'est ça l'Amérique. Et Trump ne veut pas que cette Amérique-là en reste là et continue de se casser la figure. Donc, tout sera fait pour concentrer les efforts économiques sur la situation intérieure, tout en maintenant une politique étrangère favorable aux intérêts du business avant les intérêts de la guerre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le complexe militaro-industriel, puisque certains en parlent en disant oui, mais eux, ils ont l'intention de continuer, le complexe militaro-industriel américain, il vient de vider ses stocks en Ukraine. Nous, Européens, nous en avons vidé une grande partie de nos stocks également. Donc, avec les gens qui ont pris le pouvoir ou qui ont été reconduits au pouvoir avec les élections européennes du mois de juin, on va effectivement avoir une Europe qui sera encore plus vassalisée à l'industrie d'armement américaine pour refaire ses stocks. On verra des États qui n'ont que le mot Europe à la bouche continuer d'acheter des F-35 ou d'autres types de matériel très onéreux aux États-Unis plutôt que d'acheter européen ou de produire européen. Mais c'est de notre faute. C'est pas de la faute des États-Unis d'essayer de rayonner. Tant que nous, on se bougera pas, on pourra toujours venir dire, ah oui, ils sont méchants. Oui, bah, s'ils sont méchants, alors on se redresse. Nous aussi, on a appliqué cette politique pour la France dans les années 60. Choix. Voilà. Donc moi, je pense que alors d'autres me disent, oui, il va y avoir un réalignement contre l'année, le bulletin spécial sur l'état de l'armée américaine dans son ensemble, hein, armée de l'air, marine, moyens militaires actuels des États-Unis. Je rappelle que terminant dans ce qu'on a donc comme idée de confrontation avec la Chine, c'est des moyens qui seront de nouveau en capacité aux alentours de 2035-2040. Donald Trump sera plus président des États-Unis à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il ne va pas relancer des programmes ou faire de nouveaux programmes qui soient d'ailleurs plus économiques et tout en étant plus efficaces en termes de nombre, par exemple, de bâtiments de surface disponibles, en remettant, ce que je rappelle, aux États-Unis, on a eu un déficit de recrutement lié à la vaccination d'une éventuelle. Euh, alors, ce qu'il faut bien voir dans l'immédiat, puisque ça va avoir lieu aujourd'hui, pendant est élu une seconde fois président des États-Unis, et pour en terminer avec ce long chapitre américain. Alors, avant de passer donc à l'Ukraine, hein, je vous remercie encore pour les pouces en l'air. Du coup, ça tasse un petit peu, pas tant les audiences, mais le nombre de partages, notamment si vous avez les moyens financiers, bah, faites un geste pour soutenir cette chaîne. On en a besoin, notamment parce que, donc on vous l'a dit, en septembre, on va faire un numéro spécial sur les forces armées qui sont dans les véhicules blindés, les chars, etc. C'est très compliqué. Alors, on note pas forcément une baisse d'intensité, mais je pense que ça procède quand même d'un léger ralentissement des opérations. On a eu dans le courant de la soirée d'hier et de la nuit des frappes de missiles généralement acheminés jusqu'à Odessa depuis soit la terre, soit la mer, dans l'OTAN qui pousse comme un champignon depuis plusieurs semaines. Sur le terrain, on assiste à dans laquelle les Russes se sont enfoncés vers le nord. Pareil à Chassovyar, là c'est des tentatives de débordement par le nord pour franchir le canal du Seversky Donetsk. Donc on voit que les Russes continuent partout d'être à la manœuvre avec et puis l'attrition de l'armée ukrainienne. On notera que l'opération donc débutée en mai au nord de Kharkov a obtenu ce qu'elle devait obtenir, ce qu'elle souhaitait obtenir de la part des Russes, c'est-à-dire un redéploiement. Aujourd'hui, on a les chiffres de plus de 8 brigades ukrainiennes pour ce seul secteur, hein, une partie du front face vers Kharkov, alors que les Russes n'avaient absolument pas déployé. Donc, succès opératif, voilà, sans avoir déployé la majorité de leurs forces, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est le front sur lequel se trouve le plus grand nombre de brigades ukrainiennes. Et puis enfin, alors bien sûr, c'est Interfios del Sol pour pouvoir faire connaître ces informations-là. Et le dernier élément important, et encore une fois qui est très intéressant parce que ça vient d'un média anglo-saxon, hein, de Forbes, tout simplement, qui constate, on en a parlé, on a publié ça, je crois, hier, jeudi,
qui parle donc de la supériorité permanente de l'artillerie russe et de la supériorité de l'artillerie en général sur le champ de bataille, hein. C'est vraiment l'arme principale des combats. On a donc la confirmation des chiffres qu'on vous donne depuis plusieurs mois maintenant, à savoir que selon Forbes, il confirme que les Russes peuvent tirer environ 10 000 obus par jour, quand les Ukrainiens ne peuvent en tirer qu'environ 2 000. Et ils nous précisent que, selon leurs estimations, la production mensuelle d'obus par l'industrie russe est de 250 000 obus par mois. Donc, si on ajoute à ça les livraisons nord-coréennes, plus les stocks de l'ex-Union soviétique, on sait que l'armée russe, jusqu'à la fin de cette année, puisque la montée en puissance de l'industrie d'armement n'est pas terminée, ils peuvent encore faire mieux, il n'y aura pas de pénurie d'obus d'artillerie de 122 mm, de 152 mm d'ici la fin de l'année. Et donc, puisqu'on parlait tout à l'heure sur le plan de l'influence de l'éventuelle élection de Trump d'une fin de la guerre en Ukraine, on comprend bien que le rapport de force n'est pas prêt de s'inverser. Voilà. Donc la situation, si en plus, bien sûr, on ajoute côté russe l'emploi de bombes planantes maintenant jusqu'à 3 tonnes, dont on voit les effets en permanence sur la ligne de front, il y a des vidéos partout sur Telegram qui vous montrent ça. On voit bien que l'appui-feu dont bénéficie l'armée russe lui permet de poursuivre ce grignotage et cette attrition quasi perpétuellement, en tout cas jusqu'à la fin de cette année, sans aucun souci de munitions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour ce bulletin hebdomadaire de cette troisième semaine du mois de juillet. On vous souhaite un très bon week-end, donc vous n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires positifs, les partages, et si vous avez les moyens, un petit geste financier, ou un plus important si vous êtes en capacité, pour qu'on puisse continuer notre développement et qu'on puisse poursuivre nos émissions de qualité. Un très bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.